Donc, je vous présente Nao, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est venu nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui au colloque Lexine. Je suis venu accompagné de mon juriste Olivier. Merci Nao. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours la possibilité de se faire présenter par un robot. Je vais donc commencer par vous présenter en fait la société Aldébaran. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas la chance de la connaître. Nous allons réparer ce tort. Donc Aldébaran est une entreprise qui a été fondée en 2005 par Monsieur Maisonnier et qui a son siège donc à Paris et qui est leader aujourd'hui de la robotique humanoïde. Quand on parle de robotique humanoïde, chez nous, ça veut dire la robotique de service. Robotique de service s'oppose à la robotique industrielle. Le groupe Aldébaran a aujourd'hui un actionnaire de référence qui est la société SoftBank, spécialiste des télécoms, numéro 2 mondial des télécoms et qui nous soutient quotidiennement dans notre tâche en nous apportant des fonds, en nous apportant des prospects et des technologies supplémentaires. 4 sociétés forment notre groupe. Bien sûr, le siège est situé à Paris. Nous avons une entité située aux États-Unis, Boston, une à Tokyo, bien sûr, et enfin la dernière en Chine, à Shanghai. Pour un effectif de 450 employés au jour d'aujourd'hui, 50% de nos effectifs sont tournés vers la R&D. Il y a vraiment un gros effort R&D qui est déployé, même au niveau du service juridique, bien sûr. C'est l'occasion pour moi de vous présenter toute notre famille. Il ne faut pas se fier à la taille, hein, ça, je pense que tout le monde le sait. C'est le plus petit, en fait, et le plus âgé. Le plus petit de notre famille s'appelle Nao, que vous voyez ici, qui est apparu il y a quelques années. Roméo, le plus grand, est en fait le second de la famille, et le dernier né s'appelle Pepper. Pepper étant aujourd'hui essentiellement tourné vers le marché japonais, à la demande de notre actionnaire, mais qui est voué à être distribué dans le monde entier, bien sûr. Donc, je vais vous présenter un petit peu la vision de la robotique via Aldébaran et via tous ces aldébaraniens, c'est-à-dire c'est les personnes qui la composent. On va voir qu'on a trois points particuliers. On va voir qu'on fait des robots humanoïdes, nous faisons des robots éthiques, et enfin, nous faisons des robots émotionnels. Quand on parle de robots humanoïdes, on peut se poser la question, mais pourquoi on fait des robots humanoïdes ? C'est vrai, on aurait pu faire des robots aspirateurs, des robots tondeuses. Bon, c'est vrai que ça existe déjà. Mais nous, on s'est lancé dans la robotique humanoïde. Tout simplement parce que, selon la vision d'Aldébaran, le robotique doit servir l'homme et doit servir ses intérêts et chercher à son bien-être. Pour cela, bien sûr, il faut interagir avec lui. Je pense qu'on va voir plusieurs fois ce terme-là au cours de la matinée. Et pour pouvoir interagir, il s'avère que la meilleure forme possible, c'est sans doute la forme humanoïde. Pourquoi ? Parce que l'homme a complètement recréé son univers. Vous avez des sièges, vous avez des tables. L'homme a façonné son environnement. Ça veut dire que si on crée un robot qui est destiné à servir l'homme, a fortiori, ce robot doit s'adapter à l'environnement façonné par l'homme. Donc pour ouvrir une porte, pour monter des escaliers, la forme humanoïde semble la plus adaptée. Mais ce n'est pas l'unique raison. Il y a aussi une dimension un petit peu immatérielle. Le côté non-verbal des communications, l'interaction avec l'homme. Comme vous le savez, lorsqu'on a un échange avec une personne, 20% de ces échanges se passent par la voix et 80%, selon une théorie développée par M. Merabian, passent par le non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle, le regard. Et ça, il s'avère que la meilleure interaction possible, finalement, vient là aussi de la forme humanoïde du robot. Troisième aspect qui a guidé la société vers la forme humanoïde de ces robots, c'est l'homme en lui-même. C'est-à-dire l'homme est un peu particulier et égocentrique. C'est-à-dire qu'il accepte beaucoup mieux ce qui lui ressemble. Ouais, tout simplement. Mais jusqu'à un certain point. C'est là où on a
un concept qui a été développé par M. Maury dans les années 70 avec la vallée dérangeante, c'est-à-dire que ça fait une petite courbe comme ça. C'est-à-dire que l'homme accepte socialement ce qui lui ressemble, mais jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça lui ressemble, mais pas trop quand même. Il ne faut pas pousser. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, nos robots ont une forme humanoïde, mais qui ne ressemble pas trop à l'homme, qui fait que il y a un facteur d'acceptabilité sociale plus élevé et qui permet une meilleure pénétration, bien sûr, dans le marché et donc de nos robots auprès des hommes. Voilà ce qui est les 3 critères qui ont guidé sur la forme humanoïde. Maintenant, on va voir un deuxième élément très très important pour notre société, c'est l'aspect éthique. Nos robots sont certes humanoïdes, ce sont des robots de service, comme on l'a vu, mais ce sont aussi des robots éthiques. Quand on parle d'éthique, ce n'est pas quelque chose chez nous qui fait joli. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, tiens, on va faire un robot, et puis il va être éthique. Ce n'est pas arrivé plus tard. Le robot, il est conçu éthique. Il est pensé éthique dès la phase de développement. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la sécurité physique de l'homme. Ça, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde essaye de le faire. Ça passe par l'aspect à la fois hardware, l'aspect physique, et l'aspect logique. L'aspect logique, c'est tout simplement tout un système de logiciels qui évite qu'on pirate vos comptes, qu'on prenne le contrôle du robot à votre insu, etc. Et bien sûr, l'aspect hardware, l'aspect physique, passe par la mise en place, en tout cas chez nous, et on espère qu'un jour ce seront des normes obligatoires, tout un tas d'éléments qui vont assurer votre sécurité. Donc la mise en place d'un bouton d'arrêt d'urgence, la mise en place de systèmes anti-pincement dans les jointures, tout un ensemble en fait qui vont permettre la sécurité de son utilisateur ou de son maître. Et enfin, bien sûr, l'éthique passe par les applications. Un robot n'est jamais à la base qu'une coque avec un OS qui va être enrichi au fur et à mesure par tout un tas d'applications, tout un tas d'applicatifs qui seront développés. Quand on parle de technologie en fait disruptive, ça veut dire quoi? Ça veut dire une technologie suffisamment novatrice qui finalement va pouvoir chambouler tout l'écosystème existant. Je ne parle pas d'écosystème naturel, je parle soit en matière d'usage, soit en matière économique, et bien sûr nécessairement en matière de droit. Alain nous posait la question tout à l'heure, est-ce que notre corpus juridique actuel est finalement adéquat au regard de ce que nous sommes en train de faire? C'est une bonne question. Certains ont objecté que notre droit était suffisamment fort pour pouvoir absorber un nouveau bien supplémentaire. Après tout, c'est un bien. C'est vrai, juridiquement. Le Code civil l'appréhende tout à fait, article 527. Et on pourrait se dire, effectivement, notre droit pourrait être suffisant pour appréhender peut-être toutes les problématiques qui pourraient se poser. Pourrait peut-être. C'est ce que je traite dans le premier point, qui est l'approche unitaire. Il s'avère qu'il y a 3 options possibles. Soit on fait rien. On se dit, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, notre droit est nécessairement suffisant, et puis s'il y a un petit problème, on verra bien ce qui se passe devant nos juridictions. Une jurisprudence finira bien par se dégager, certes. Mais il faut avouer qu'en tant qu'industriel, c'est assez peu encourageant. On se trouve finalement dans un système où on ne sait pas trop où on va, on ne connaît pas bien la règle. Une deuxième possibilité, ça serait de faire un petit peu du pointillisme. C'est-à-dire on attend et puis notre législateur arrive et puis au fur et à mesure des avancées technologiques, celui-ci prend des mesures. C'est déjà ce qu'il a commencé à faire en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu le droit à 2 arrêtés en 2012 sur les drones. On va sans doute avoir quelque chose sur les voitures autonomes et on peut continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on est en réaction perpétuellement, mais il n'y a pas de réflexion de fond qui est posée. Et puis il y aurait une troisième approche qui serait une approche globale, une approche unitaire, c'est-à-dire qu'on se dirait, voilà, visiblement, il y a un mouvement de fond qui est engagé. Moi, législateur, j'ai déjà mis un pied dans la robotique, j'ai déjà traité des drones, je vais traiter des voitures autonomes. Pourquoi pas avoir une approche plus globale et me dire, la robotique est en mouvement, je vais aider mon industrie. Mais après tout, ces adaptations sont-elles souhaitables? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'adapter notre droit?